Je pense que ce genre de rencontre, qui va se perpétuer d'année en année, c'était les premières rencontres, nous avons commencé chaque année au mois de juin, un week-end à Île-aux-Rousses. On a le choix entre deux solutions. Ou bien on parle un peu de tous les sujets, de tout et de rien, on passe du Moyen-Âge à l'époque actuelle, à l'Antiquité, au XVIIIe siècle, etc. Bon, ça crée un effet de dispersion. Sur le moment, ça n'est pas forcément désagréable, mais il n'y a pas de continuité intellectuelle. Et finalement, ça se disperse. Et on garde des impressions, mais à mon avis, on n'enregistre aucune idée. Sauf celles qui sont déjà dans les livres que l'on peut trouver par ailleurs. Donc je crois que le premier choix, c'est de dire il faut se spécialiser. Île-aux-Rousses, c'est logique que ce soit la période de Paoline, puisque c'est la seule ville corse qui a été créée au XVIIIe siècle et qui a été créée par Pascal Paoli. Donc tout naturellement, il peut sembler logique que si Île-aux-Rousses doit se spécialiser, c'est bien dans le XVIIIe siècle. D'où l'idée de repartir des débuts de la Révolution corse, lorsque tout a commencé. Et suivant le titre que nous avons choisi, lorsque la Corse s'est éveillée. Nous avons trouvé 6 auteurs qui ont bien voulu réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé entre 1728, il ne se passe encore rien apparemment, et 1730, la Révolution est commencée. Le moment où la Révolution commence. Bon, c'est comme si vous faisiez pour la Révolution française, vous partiez de 1788 à 1789, à 90, et puis vous arrêtez. Enfin, vous arrêtez une première fois, puisque c'était les premières rencontres. Bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin nous rejoindre. Juste à vous dire que voilà, vous êtes accueillis ici au Spatio, que le Spatio est un lieu de rencontre qui aime à œuvrer collectivement. C'est pour ça que lorsque l'association d'études historiques et généalogiques de Monticello nous a proposé d'organiser ensemble les premières rencontres historiques de l'Île-aux-Rousses, nous avons accepté avec grand bonheur. Ces rencontres historiques que nous ouvrons aujourd'hui dans la seule ville de Corse fondée par des Corses s'inscrivent dans un cycle pluriannuel qui va permettre d'élargir l'intérêt pour la période qui va de la fin des années 1720 à la prise de pouvoir de Paoli et à la fondation de notre chère ville d'Île-aux-Rousses. Ce projet va donner aussi lieu à la création d'une collection relative à l'histoire de la Corse au XVIIIe siècle, qui sera composée des actes des rencontres historiques et d'autres textes originaux édités par les éditions Albiane. Merci. Alors nous voulions remercier, donc en tout premier lieu, l'association d'études historiques et généalogiques de Monticello. Nous voulions remercier aussi notre grande complice balanine Evelyne Luciani, remercier les 2 professeurs Francis Pompogne et Antoine-Marie Gradiani qui nous sont arrivés de l'Ambe-des-Monts, remercier le professeur Lucien Belli et Thierry Giapicogne qui nous sont arrivés, eux, de Paris, adresser un remerciement tout particulier à la presse régionale, mais avec quand même une mention d'autant plus particulière à l'équipe de Télépaèse qui va faire aujourd'hui un enregistrement audiovisuel, aujourd'hui et demain d'ailleurs, un enregistrement audiovisuel de ces rencontres qui vont faciliter ensuite la publication des actes des rencontres historiques. Vous dire aussi que vous avez sans doute vu, il y a des ouvrages au fond de la salle qui sont mis à la vente et que vous aurez bien sûr l'honneur et l'avantage de vous voir dédicacés. Vous dire que les planches que vous voyez là ont été dessinées par Tony Casalong et ce sont des dessins originaux de la bande dessinée Erasmo Orticogne, publiée elle aussi aux éditions Albiane. Merci à vous tous. On a l'habitude de dire sans vous, rien ne serait arrivé. Nous pouvons maintenant, je crois, déclarer ouvertes les premières rencontres historiques d'Île-aux-Rousses. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous et à tous les amis. J'en reconnais, plaisir d'en reconnaître beaucoup dans la salle. C'est l'histoire d'une histoire. Cela fait 11 ans que nous avons créé avec quelques Monticellois et donc parents une association locale qui a prospéré au-delà de ce que nous imaginions au départ. Nous avons 170 adhérents, nous avons fait bientôt 50 conférences, on a sorti 4 livres, 3 brochures, maintenant on sort des disques compacts. Et en réalité, comme nous sommes très partageux, peut-être pas dans tous les domaines, mais enfin au moins dans certains, à Montdigil, c'est devenu un peu l'association, il faut bien le dire, de tout le pays d'Île-Rousse, et bien au-delà. La Balagne orientale, je vois le Louis Belgodère qui me fait des signes parce que j'ai eu peur que je me limite à la piève d'Araigne, ce qui me vaut parfois quelques reproches. Bref, inévitablement, une association historique et généalogique qui vit, qui se développe, déborde de son cadre et elle ne pouvait sûrement pas en trouver un plus légitime et un plus agréable que celui que nous proposait Marie-Noël ici au Spatch. D'où l'idée, par conséquent, en quelque sorte, de dédoubler. Nos activités monticelloises demeurent et vont demeurer. Nous avons encore 2 conférences cet été, mais une à l'automne. Mais nous avons le plaisir, en effet, de nous être lancés dans ce cycle. D'autres, avant nous, d'autres villes de Corse ont fait des choses déjà tout à fait importantes et prestigieuses. Je pense à Bonifacio, je pense à Aller, je pense à Sartène, sans parler des grandes villes, bien entendu. Ajaccio et Corté, maintenant, autour de son musée et son université. Nous pensons qu'à Île-Rousse, on avait une certaine légitimité, disons, à nous consacrer au XVIIIe siècle, et puisque la période, qui est quand même le grand siècle des Corses, et puisque la période Paoline a été, il faut bien le reconnaître, particulièrement bien labourée à l'occasion du bicentenaire, il nous a semblé qu'il y avait quand même un certain coin d'angle, d'ombre qui demeurait sur les 25 années précédentes, parce qu'après tout, quand la révolution de Corse, première révolution des Lumières, éclate, Pascal Paoli a 4 ans. Et donc, ça laissait non, 4 ans, c'est un autre épisode précédent. Non, 4. Et 4, c'est ça 4, il est de 25. C'est ça, 25, c'est ça. D'accord. Merci. Donc, ce qui se passe, c'est Pinel qui vient dormir à la maison, si je puis dire. Donc, il est en train de faire une confusion avec cette péripétie. Bien. Voilà, donc nous avons pensé que... dans la mesure où on ne cherche pas simplement à réunir des gens et que ça soit convivial et festif, nous sommes très contents, mais pas seulement, que l'on puisse, disons, réfléchir ensemble. Et donc, de ce point de vue, il fallait avoir une sorte de fil directeur, et il nous a semblé que de vouloir traiter, suivant le cycle qu'a indiqué tout à l'heure Marie-Noël, la période pré-Paoline, insurrection par insurrection, si je puis dire, puisque nous en avons quand même 4, et peut-être faudra-t-il dédoubler parfois, pour tout couvrir. Eh bien, tout naturellement, il était légitime de commencer à cet égard par la première insurrection, et peut-être même un petit peu avant, car quand même, une des choses les plus surprenantes, c'est à quel point la Corse était totalement inconnue dans les années 1720, et que toute la première cartographie de la Corse, c'est du début des années 1730. Donc, il y a bien eu un moment... comme aurait dit Napoléon Bonaparte et Alain Perfit réunis, où la Corse s'est éveillée. C'est pourquoi nous avons choisi cet intitulé pour cette première conférence. Voilà, je m'arrêterai là, donne la parole à, je ne dirais pas mon ancien condisciple, parce que la différence d'âge saute aux yeux, mais enfin, de la Fondation Thiers, Lucien Belli et Antoine-Marie Gradiac. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de
d'ouvrir cette première session de cette réunion à la fois scientifique, historique, culturelle, et qu'il Rousse accueille ici au Spazio. Je voudrais donc à mon tour, au nom de tous les participants et au nom de toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes, remercier Madame Acquavive de toute l'organisation, de cette machine qu'elle a mis en place et du chaleureux accueil qu'elle nous a réservé. Je voudrais aussi remercier Dominique Tadei de son invitation et l'association d'études historiques et géologiques de Monticello d'avoir suggérer cette piste, et je crois que comme historien je suis très sensible à cette ouverture, à cette lumière portée sur une période visiblement que l'on connaît mal, hein, et je crois que l'intérêt historiographique de cette rencontre s'impose d'abord, puisque le livre d'abord que vous avez écrit à deux mains et cette réunion aujourd'hui appelle l'attention sur des faits, sur des réalités, sur des hésitations historiques que l'on connaissait mal, hein. On a toujours l'impression que c'est compliqué cette période, que c'est un moment d'intrigue ou d'intrigue diplomatique où tout se fait, tout se défait, mais en même temps, bon, la Corse, comme vous venez de le dire, devient à ce moment-là un enjeu, les choses s'ouvrent, et dans ce système qui évolue, qui s'ouvre, qui change, l'histoire de la Corse va changer aussi, et progressivement cette île qui ne faisait pas parler d'elle, je dirais depuis le XVIe siècle, va de nouveau occuper à la fois les esprits et devenir en quelque sorte un pôle d'intérêt et d'attention pour toute l'Europe, à la fois sur le plan des idées, sur le plan des systèmes politiques et sur le plan géopolitique. Alors pour moi, c'est aussi un grand plaisir d'introduire tout de suite mon collègue Antoine Marie Graziani, qui est professeur des universités à l'Université de Corse et qui va nous parler donc de la fin de la Corse génoise. Bien, merci. Oui, alors, je m'associe évidemment aux remerciements. on est avec une pointe presque d'humour, parce que de temps en temps, je vois marqué Antoine Graziani Monticello, et les gens me disent, mais alors tu as écrit aussi? Non, j'ai rien écrit. Voilà, bon, j'ai un homonyme fort introduit à Monticello qui de temps en temps apparaît notamment dans les constructions d'internet. Oui, donc Dominique Tadei et Marie-Noëlle Acquavive, à qui j'ai déjeuné il y a quelques mois, et où on a fixé un certain nombre de choses, notamment sur quoi je devais intervenir aujourd'hui. Alors, si vous voulez, mon intervention aujourd'hui va tourner autour d'une réflexion sur le début des révolutions de Corse, à travers d'abord les sources. Je vais revenir sur les sources parce que ces sources sont, paraît-il, connues. Je dis bien paraît-il parce qu'on va voir qu'on peut en discuter, en débattre. Alors, les documents les plus anciens concernant les événements de décembre 1729 sont une pièce issue d'un manuscrit provenant de la bibliothèque Giubega, intitulé In quel che segue vi è una specie di giornale dei successi delle rivoluzioni di Corsica, et le texte des mémoires de Rostini. On peut lire dans le premier, alors je cite, « En 1729, le 27 décembre, le lieutenant de Corté se transporta dans la piève de Boccio pour recueillir les tailles annuelles. Il manquait au premier qui se présenta devant lui une pièce de 8 deniers nécessaire pour payer le chapelain du lieutenant, le révérend Matteo Pierucci de Corté. Il lui refusa donc la perception de la taille entière. Lorsqu'il fut sorti, ce dernier vit les gens qui se trouvaient dehors et leur dit ne pas avoir pu payer sa taille parce qu'il lui manquait une pièce de 8 dénars. Un franciscain qui se trouvait là se tourna alors vers la population et lui dit « Ô pauvre Corse aveugle, on vous refuse le paiement de la taille pour une pièce de 8 et cela fait 19 ans que vous payez 13 soldes et 4 dénars après l'interdiction des armes à feu. »
Cette présentation est reprise quasi à l'identique par Carlo Rostini dans ses mémoires, sans doute écrit alors qu'il sert comme aumônier au Royal Corse après 1742. Le futur gazettière de Paoli se borne à donner un rôle un peu plus important au vieillard, qui passe d'un rôle passif à un rôle actif, c'est-à-dire que jusque-là c'était le franciscain qui parlait, et désormais c'est lui. Plus tardifs sont les textes de Monfilio Guelfucci et d'Ambrogio Rossi. Le premier cite le surnom supposé de ce vieillard, Cardone, et présente un tiers personnage, un vieil ermite mendiant qui pourrait être le franciscain, entre nous soit dit, dont les propos contre les soprapiù pour le chapelain et contre celui des Duisegni soulèvent les populations. Le second, donc Ambrogio Rossi, développe a posteriori les risques qu'aurait encouru le vieillard en cas de non-paiement. Inconnu des correspondances génoises et des récits contemporains, le personnage donc de Cardone, ce fameux personnage du vieillard de Bustagne, est devenu très célèbre au cours du siècle suivant. Il a permis de mettre sur le devant de la scène l'idée d'une révolte spontanée dont les raisons auraient été avant tout fiscales. Plus près de nous, Michel Verger-Franceschi a développé l'idée d'un complot sur lequel je vais m'arrêter 2 secondes. Pourquoi ? Il s'est appuyé sur un petit encadré du Mémorial des Corses. Alors Francis Pomponne se souvient de cet encadré, vraisemblablement, un petit encadré, qui fait de Cardone un défranque, à partir d'une poésie. Et sur un présupposé étonnant, Cardone aurait été quelqu'un d'instruit, il sait parler, et donc c'est un notable et déguisé. Et il fait, à partir de ce moment-là, de ce Defranchi, Gian Antonio Defranchi, colonel d'un régiment corse levé à Seffré en 1708, qui aurait été collecteur d'étail à Vico et dont la famille a donné un fermier de la gabelle de la pêche à Calvi. Sauf que Gian Antonio Defranchi n'est pas Gian Antonio Defranchi, c'est Gian Antonio Defranchi Coccarello. C'est un pur Ajaxien, dont les ascendants habitent Ajaccio depuis le début du XVIe siècle, depuis l'origine de la ville, et dont on ne voit pas réellement à quel titre il se serait rendu dans le Boccio, ni pourquoi il se serait opposé au paiement de la taille à laquelle il n'était d'ailleurs pas assujetti. Quant à l'idée du surnom Cardone, et dans lequel il voit une sorte d'opération style opération Overlord, parce qu'il y a des ducs de Cardone en Catalogne, très proches de la duchesse de Cardone, très proches de Philippe V, et qu'il pense qu'autour de la duchesse de Cardone et de la caméra majeure de la reine Elisabeth Farnèse s'est tramé tout un complot dont l'objectif aurait été de faire passer la Corse sous l'obédience de l'Espagne ou d'une famille inféodée au royaume catholique, c'est pour moi de la poésie pure. Je ne crois absolument pas à la probabilité d'un complot. Tous les États du temps voient dans leurs voisins des fauteurs de troubles potentiels. Ils émettent des soupçons, mais sans avancer une preuve quelconque. Les Toscans dénoncent les Piémontais, le duc de Richelieu et les impériaux voient la main des Espagnols, l'ambassadeur de Venise à Gênes dénonce des troubles fomentés par la cour de Vienne, et le comte Maffei, ambassadeur de la cour de Turin à Gênes, redoute des vues turques. Donc, dans la réalité, tout ça, c'est, disons, de la correspondance diplomatique, comme Lucien Belli allait en voir un très grand nombre. Ça ne débouche sur véritablement rien de concret. Le complot n'est pas avéré. Il n'est pas avéré non plus, d'ailleurs, avec ce qui suit, car l'essentiel de la littérature qu'on voit apparaître dans les années 1730 va tourner autour de dénonciations du jeu, un coup de l'Espagne, un coup de la France, un coup du Piémont. Chaque fois que l'un ou l'autre va intervenir, en 1731-32, ça va être les impériaux, en 1738, ça va être la France, on aura quantité de documents qui nous expliquent que, oui, derrière, il y a un certain nombre de volontés. Les volontés en question ne sont pas, d'ailleurs, totalement avérées lorsqu'on lit la documentation et qu'on va au-delà de ce qui est offert par les uns et par les autres. Cette construction proposée par Michel Verger-Franceschi, à côté de cette construction, il existe d'autres constructions qui ne me convainquent pas non plus beaucoup. Et notamment cette construction qui a consisté à reprendre les travaux d'Ernest Labrousse sur la naissance de la Révolution française
et où pratiquement l'idée c'était que l'augmentation du prix du blé avait entraîné une recrudescence d'un banditisme crapuleux et apolitique, et que tout cela aurait été à l'origine, à la base donc des révolutions. Mais ce qu'on ne m'explique pas, c'est pourquoi à ce moment-là. Car si je connais bien la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle en Corse, qui est quand même la période où le prix du blé a explosé littéralement, le banditisme a montré des formes tout on ne peut plus spectaculaires, et normalement, si révolution il aurait dû avoir, elle aurait dû avoir lieu un siècle auparavant et non pas donc en 1730. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'autre. Et qui plus est, même cette période de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle est marquée par l'unique révolte, qui est la révolte des Trois-Pièves. La révolte sur laquelle nous avions écrit, José Strombone et moi, il y a quelques années, les Feux de la Saint-Laurent. Et dans les Feux de la Saint-Laurent, on montrait bien le caractère antiféodal de cette révolte, et que la principale revendication des habitants était justement de voir passer une région considérée comme faisant partie de ce qu'on appelle la terre des seigneurs, sous le gouvernement direct de Gênes. Donc il ne s'agit pas du tout, on ne va pas du tout dans cette direction-là. Donc comment lire ces documents, et comment ne pas noter aussi un fait qui me paraît intéressant, et qui va complètement à contrario de cette présentation, qui est que, finalement, quelles sont les zones qui ont participé des premiers événements de la Corse? C'est la Castagnice et la Balagne. Or, si on observe les choses de manière un peu précise, on se rend compte que ce sont les deux zones qui ont le plus bénéficié de l'embellie économique du XVIIe siècle. C'est le cas notamment de la Piève d'Oretz, c'est une des plus riches de l'île, dont les habitants se sont spécialisés dans le transport des marchandises à l'intérieur de la Corse, et qui, ensuite, ces habitants d'Oretz, nous les rencontrons dans les foires continentales, particulièrement les foires de Pise, et on les voit concurrencer les bastiers dans l'achat des étoffes. Alors, si on doit chercher les raisons des révolutions de Corse, je pense qu'il faut voir une série de facteurs qui sont soit des facteurs endogènes, soit des facteurs exogènes. Alors, premier élément qui me paraît intéressant, c'est de revenir finalement à Gênes. On me dit la fin de la Corse génoise, donc revenons à Gênes. Alors c'est assez spécial à dire. Carlo Bitos, qui est mon grand ami, avec lequel j'ai beaucoup publié, dit, en parlant de la période qui va de 1660 à 1730, qu'il s'agit du bouconnaire, le trou noir. Alors pourquoi le trou noir? Parce que, en fait, dans la réalité, c'est la période la moins étudiée de l'histoire génoise. C'est une période qui est marquée, en fait... Bon, alors pourquoi est-elle moins étudiée que les autres? Eh bien, parce qu'elle suit un siècle de ce qu'on appelle le siècle des Génois, le siècle de domination des Habsbourg sur Gênes, et du rapport économique extrêmement étroit entre eux, d'un côté Gênes, et puis de l'autre côté, donc, dans un premier temps, Charles Quint, et ensuite les rois d'Espagne successifs. Et on voit de façon très, très claire que finalement, on a un désamour progressif entre Gênes et l'Espagne, avec toutes sortes de raisons politiques, la question de finale, etc., qui est venue poser des gros problèmes aux Génois. Et en même temps qu'on a cette situation-là, on se rend compte que les Génois, malgré tout, se détachent de Gênes, mais tout en conservant des intérêts de l'Espagne, mais tout en continuant à conserver des intérêts en Espagne, des intérêts très forts. Et lorsqu'on parle de désaffection, c'est très relatif et c'est très lent. Cette sortie, et
Qui plus est, lorsqu'on parle à Gênes de parti impérial ou de parti français, Bitos il nous dit il faut faire quand même très attention, on ne peut pas parler de parti. Il s'agit plutôt d'intérêts personnels, et ces intérêts personnels se regroupent tout naturellement, mais on peut avoir des gens qui sont affichés, donc on annonce presque du parti français, ou en tout cas c'est comme ça qu'ils sont lus par les puissances qui sont autour, et notamment par les ambassadeurs. Et lorsqu'on vous gratte un petit peu, lorsqu'on va au fond, on se rend compte que pas du tout. Il s'agit purement et simplement de gens qui peuvent continuer à avoir des intérêts colossaux en Espagne, tout en ayant effectivement des amitiés avec tel ou tel homme politique extérieur. Donc je suis dans une période où Gênes, il n'y a pas de solution définitive. Il y a encore l'emprise espagnole, il y a des solutions potentielles à l'extérieur, la France évidemment, mais la France a marqué aussi les esprits avec le bombardement de la ville en 1684, et ça lui a beaucoup coûté ensuite d'un point de vue politique, même si les Génois désormais sont obligés de faire très très attention, ils le savent. Et puis évidemment, on l'oublie trop souvent, l'Empire, les Génois ont de gros intérêts, y compris financiers, de ce côté-là. Donc, une période un peu trouble, un peu donc qui voit dans le même temps des Corses jouer à leur tour dans cette catégorie-là. Notamment au niveau des notables. Il y a une série de notables qui vont jouer de leur benemerans au moment des guerres. La benemerans, ça c'est le fait d'avoir bien mérité de la patrie génoise. Alors, la guerre de 1672 qui a opposé Gênes à la Savoie, le bombardement de 1684 a vu l'arrivée en première ligne de toute une série de Corses, certains d'ailleurs beaucoup de bandits qui ont été recrutés, mais qui ont été recrutés par des chefs de famille importants qui vont s'affirmer et qui vont obtenir aussi un certain nombre d'avantages dans la suite. Ils vont notamment bénéficier des tours que Gênes est en train de se débarrasser. Je pense aux deux Baptiste, par exemple. Je pense à des familles comme la famille Rivarol, le fameux Domenico Rivarol commence à cette époque-là à s'agiter. Ce sont des gens qui vont obtenir un certain nombre d'avantages et de prébendes au cours des années qui suivent. Et ceux-là jouent la carte, clairement, la carte génoise. À côté de ces gens qui jouent la carte génoise, il y a des gens qui commencent à jouer d'autres cartes, tout simplement parce que les Corses sont engagés environ 3000 Corses sont engagés comme soldats au service de toutes les puissances possibles et imaginables, et notamment deux puissances qui ont des rapports un peu conflictuels avec Gênes, c'est-à-dire Venise d'un côté et la France de l'autre. Et on voit très bien dans les années 1670 que les Génois sont très inquiets du fait que les Corses au service de la France et les Corses au service de Venise disent, ce qu'ils disent est affreux pour les Génois. Ils disent tout simplement que on ne donne pas les postes, on ne donne pas les charges militaires, administratives, religieuses aux Corses. Et là, on peut retrouver le début, l'introduction d'Ambrogio Rossi. Lorsqu'Ambrogio Rossi explique que, oui, il y a un décalage. Alors bon, je ne suis pas forcément d'accord avec la présentation qu'il fait, mais il y a là quelque chose d'assez fort. Les années 1670-1680 ont vu le développement chez des personnages qui vont et qui viennent, un coup au service de la France, un coup au service de Venise, parce qu'on ne peut pas parler de parti, là non plus. Un coup, ils sont au service de l'un, ou ils sont au service de l'autre. Et on voit très bien que ces revendications, on va les retrouver par la suite. Grosso modo, cette revendication concernant les emplois, ce sont les revendications concernant les emplois qu'on verra proposées en 1730 lors des premiers documents qui seront publiés. Alors, là, le problème pour Gênes, c'est finalement un problème d'incompréhension.
Incompréhension, pourquoi ? La Gênes a position concernant la Corse. Cette position, elle est guère différente de la position qu'ont les Génois par rapport à leurs deux autres rivières. J'aime beaucoup la formule de Massimo Quaini, que la Corse, la troisième rivière de Gênes. Finalement, il n'y a pas de très très grande différence. Il y a des différences à l'intérieur de l'île, très importantes, et notamment la lecture du Cap Corse, par exemple, par les Génois, est une lecture qui est une lecture presque... Enfin, on est en famille. Voilà des gens qui nous ressemblent. Le Cap Corsin est un marchand. Finalement, le Cap Corsin serait tout à fait accepté à Gênes. Mais il faut se rendre compte de quelque chose aussi, c'est que en dehors du centre génois, c'est-à-dire de Gênes à Savone, le reste des deux rivières, et particulièrement la rivière du Levant, est horriblement laissée de côté de la part des Génois, et que dans cette période-là, les années 1730-1750, on va avoir un certain nombre de soulèvements à l'intérieur des rivières de Gênes, et notamment le plus célèbre, le soulèvement de San Remo. Donc voilà la situation, si vous voulez, une difficulté à comprendre de la part des Génois, parce que le développement de la Corse, comme souvent dans le principe de ce qu'on pourrait appeler un colonialisme intérieur, c'est un principe de développement séparé. La Corse n'est pas livrée à une espèce de colonialisme de pillage, comme on l'a écrit dans les années 60 et 70. On vit toujours son présent. Robert Muchemblet disait que l'historien vit son présent. Dans les années 60-70, on vivait la décolonisation, donc on a eu tendance à faire des rapprochements, des fois bien hasardeux, entre la forme de domination de Gênes avec la représentation qu'on pouvait s'en faire. Par contre, il y a effectivement un développement séparé, et ce développement séparé donne à la Révolution de Corse une allure assez extraordinaire. On pense à ce qu'écrit Gordon Wood sur la Révolution américaine. Nulle trace ici de la tyrannie légendaire qui a si souvent contraint les peuples désespérés à la révolte. Nulle trace ici de la tyrannie légendaire. Et on est exactement dans le même cas de figure. Évidemment, il est plus simple de raconter que la Corse a connu une colonisation épouvantable. C'est plus simple, mais c'est faux. De façon très claire, c'est faux. Il y a, les Corses ne sont pas opprimés au sens où on emploiera ce terme après la Révolution française. Ils ne sont pas soumis à une puissance impériale dont il faut secouer le joug, et ils sont, depuis les événements de 1358, moins encombrés de servitude féodale, pour la plus grande partie d'entre eux, que nombre de régions occidentales. C'est ce qui rend donc la Révolution de Corse incompréhensible aux auteurs génois du XVIIIe siècle. Il n'y aura aucun auteur génois pour dire que les Corses ont raison. Aucun. À aucun moment, y compris durant la période pauliste, au moment où le reste de l'Italie va trouver à Paoli toutes sortes d'avantages, du côté génois, il n'en est absolument pas question. Et en fait, pour les Génois, les Corses manifestent simplement leur éternel goût de la nouveauté. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est ce qu'on reproche en général aux Génois. Lorsqu'on lit les documents du temps, lorsqu'on parle de nouveauté, c'est les Génois, la nouveauté. Mais là, d'une certaine façon, ils ont trouvé plus nouveau qu'eux avec les Corses. Et ce qui se passe a une influence immédiate. C'est que jamais les Génois, au cours de la période, ne vont rechercher véritablement de solutions globales. Ils vont pas chercher, ils vont s'en tenir à des accommodements sur des points précis, des réformes de relativement faible ampleur lorsqu'on regarde, je te donne ça, mais dans le même temps, je te reprends ça. Il y a une espèce de construction qui n'est pas toujours très lisible et d'une certaine façon qui ne permet pas d'arriver véritablement à un accommodement, alors que ça restait quand même du domaine du possible. En tout cas, dans les 10-15 premières années, disons au moins jusqu'à 1745, avec l'intervention des grandes puissances, il y avait encore la place pour un arrangement. Ces arrangements, d'une certaine façon, donc ils ne sont pas arrivés. Alors, ce qui est assez amusant à noter, c'est que
lorsque on voit du côté corse, et je pense notamment à ce qu'écrit Pascal Paoli en 1762, au cours d'une période difficile de remise en cause de son pouvoir, il y a incompréhension de la part des Génois, mais aussi incompréhension de la part des Corses de cette incapacité à trouver des solutions. Véritablement, Paul il dit mais jamais ils se mettront d'accord, et donc il faut trouver des solutions qui puissent se faire à l'extérieur. Et Paul y ajoute quelque chose d'assez amusant dans une lettre où il parle des fameux maudits oignons d'Égypte, grande lettre de Paul. Il dit finalement ce que ne comprennent pas les Génois, et ce qui paraît absolument incompréhensible, c'est qu'on leur a augmenté au début, aux Corses, les impôts d'une petite somme. Aujourd'hui, on est capable de les taxer 10 fois plus que ce qu'ils ont payé. Eh bien, les Corses en redemandent. Ils disent non, on veut effectivement pas d'arrangement avec les Génois. Ils disent c'est d'une certaine façon, ce à quoi ils sont arrivés. Alors, ils sont arrivés dans les années 1760. Qu'est-ce qui a pu les amener à cette lecture finalement décalée par rapport à cette petite augmentation d'impôts au départ? Alors, sur la petite augmentation d'impôts qui a été à l'origine de tout, ce qu'il faut noter, à mon avis, c'est que il faut avoir en tête comment fonctionne le système fiscal génois en Corse. Très souvent, on nous a présenté les choses d'une manière un petit peu rapide. Les Génois auraient augmenté l'impôt, etc. Ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'il faut être carré. Le système d'imposition est assez simple. À l'origine, les Corses payent 1 lire par feu. C'est la somme qui a été fixée dès le milieu du XIVe siècle, qui a été reprise par l'Office de Saint-Georges au milieu du XVe siècle, et après un moment d'hésitation, parce que l'Office de Saint-Georges, dans les années 1560, a essayé de faire évoluer les choses de manière précise en faisant porter l'impôt non plus de manière d'ailleurs tout à fait inégalitaire, parce que si chacun paye exactement la même somme, quel que soit son revenu, je ne cache pas, il s'agit d'un impôt parfaitement inégalitaire. Mais donc l'Office de Saint-Georges avait eu en tête, mais c'était pour se faire un peu d'argent, parce qu'il avait à payer la guerre qui venait de s'achever en 1759 avec le Cateau-Cambrésis. L'Office de Saint-Georges avait pensé qu'on devait transformer la taille en le faisant porter sur les revenus, les biens productifs et improductifs. Ils avaient pensé à la fabrication d'un cadastre, évidemment qu'ils n'ont pas mené à bout. Ils avaient pensé à demander une meilleure répartition. Ils avaient fait une échelle des paiements à effectuer. Évidemment, ceux qui s'y sont opposés en premier lieu, c'est la classe dirigeante corse, qui évidemment était plus attachée à la construction précédente, et la classe dirigeante corse a obtenu gain de cause en 1569, c'est-à-dire au lendemain de la guerre de San Piero. La classe dirigeante a obtenu qu'on revienne officiellement à la demande des populations, le terme me plaît beaucoup, qu'on revoit répéter de manière symptomatique, à la demande des populations, qui est en fait à la requête des notables, voilà, on en est revenu au système précédent. Alors le système, une lire, 20 sous à payer par an par feu. Bien. En 1582, on invente un petit peu la vignette auto qu'on a connue, c'est-à-dire on vous fait une deuxième imposition qui a la même allure, d'ailleurs, 1 lire par feu, qu'on appelle le donatif, un don gratuit, parce que les Génois ont beaucoup dépensé avec les tours. Construction des tours, etc., donc demande une augmentation. Normalement pour 4 ans, en fait, dans la réalité, elle continuera, puisqu'elle sera toujours payée en 1729, donc on voit le caractère tout à fait assez formidable de la chose, mais assez habituel dans les systèmes fiscaux, quels qu'ils soient. Et puis ensuite, pour chacun des objets, on va inventer soit un impôt valable pour tout le monde, soit un impôt valable pour certaines pièves et pas pour d'autres, soit un impôt qui soit payé
d'une manière définitive, soit au contraire de manière temporaire. Et cette espèce de construction un petit peu baroque va aboutir à un effet dévastateur, c'est que aucune région de Corse ne paye la même chose, ni dans le même temps, et qui plus est qu'on peut même avoir à l'intérieur, jusque dans l'intérieur des pièves, des différences qui peuvent exister et qui peuvent être des différences assez considérables. Si vous avez une tour, par exemple, l'entretien de la tour à payer, vous avez telle et telle localité qui paieront l'entretien, les autres ne le paieront pas, etc., etc. Je vais avoir quelque chose d'assez dévastateur. Pourquoi ? Bien parce que lorsque vous vivez à côté d'autres personnes et que vous ne payez pas la même chose au niveau d'imposition, on sait ce que ça a donné dans les Trois Pièves. À l'origine du conflit sur les Trois Pièves, c'était le fait que à l'intérieur de la seigneurie, j'avais la seigneurie et j'avais en même temps des gens qui payaient directement à l'État. Ils étaient voisins, l'un payait 1, l'autre il payait 4. Et là, ça posait effectivement des problèmes qui sont des problèmes tout à fait inacceptables. Alors ce système qu'on appelle les soprapiù, ou adjunti, c'est un système assez compliqué, vraisemblablement trop compliqué, et on comprend que le vieillard n'est pas saisi totalement pour qu'est-ce qu'on voulait lui demander en plus cette pièce qui était pour l'entretien du chapelain du lieutenant. Donc on voit, si vous voulez, les rapprochements qui peuvent s'effectuer. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les choses ne démarrent pas en 1729. Dès 1710, on a des mouvements contre l'imposition. Ça touche quelle piève ? Quelle surprise, la piève d'Oretz, qui refuse en 1710 d'acquitter 2 des suppléments de la taille votés par les nobles 12. Alors, Ambrogioros, il essaye de sauver un peu la mise des nobles 12 et des nobles 6 au début de son ouvrage. Je suis beaucoup plus réservé sur l'action des nobles 12 et des nobles 6. Et les nobles 12 ont accepté une imposition particulière pour la fabrication de la maison des nobles 12 à Bastia, c'est la fameuse maison qui est à côté du palais des gouverneurs, et ils ont accepté une autre somme à payer pour le nouvel orateur de la Corse qui ne fait pas l'unanimité. Donc les gens de la piève dorée sont fait un petit peu, vous savez, que ce que proposait à un moment donné, ils l'ont oublié, mais les Verts, lorsqu'ils disaient on peut payer ça, mais on va ne pas payer la partie qui concerne le nucléaire. C'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, que vous avez, alors là, avec un avantage certain, c'est que vous savez ce pourquoi vous payez. Vous avez votre lire de taille vieille, vous avez la lire pour le donative, ensuite vous avez la série des soprapiù, et vous pouvez choisir à l'intérieur ce que vous voulez payer, vous ne voulez pas payer. Vous devinez bien que l'État n'est pas d'accord sur ce point de vue-là, mais on voit de façon très claire que du côté de la piève d'Oretz et de la piève du Niol, qui va passer immédiatement à la vitesse supérieure, on a quelque chose qui s'apparente effectivement à une remise en cause du système tout entier à travers la remise en cause de certains éléments particuliers. Alors ce qui est révélateur, à mon avis, d'un changement au cours de cette période, c'est la remise en cause des nobles 12, de l'action des nobles 12 et de l'action des nobles 6, c'est-à-dire des représentants de la Corse. Me paraît tout à fait important de noter cette remise en cause qui aboutira aux élections de 1730 qui vont traîner toute l'année et repousser de manière régulière toute l'année 1730 avec une incapacité véritablement à imposer les choses, et qui plus est, les gens qui sont élus en bout vont refuser pour certains d'entre eux, vont accepter pour d'autres. Ça entraînera quelque chose de tout à fait affreux. Et en fait, c'est révélateur d'un combat pour la liberté politique, c'est-à-dire pour la représentation. Quel représentant pour la Corse? Et sans rentrer dans l'anachronisme comme le fera le Front Pascal Pal et dont Gregorio Salvini, dans 2 lettres de Pal et la réponse de Salvini entre les deux que nous publions avec Carlo Bitossi dans le 4e volume pour l'année 1761, où Pal explique en fait les Génois avaient l'exécutif et les Corses avaient le législatif au XVIe siècle, ce qui est quelque chose de tout à fait
de tout à fait extraordinaire et tout à fait anachronique, hein, évidemment. Mais sans rentrer dans cette question-là, la question de la représentation des insulaires et de leur capacité à accepter ou à refuser les impositions, la fiction aussi, volontaire, et ça, les États font souvent ça, la fiction de la part des Génois. Les Génois imposent dans la réalité les impositions, hein, de manière très claire. Mais la fiction veut qu'on demande aux populations ce qu'elles en pensent. Bien, or, vous pouvez, si vous dites c'est fictif, sans doute, mais les populations finissent par croire que ça ne l'est pas fictif. Et on voit de façon très claire que là, il y a une intervention et arrive la question des Duisseignes. Duisseignes, qu'est-ce que c'est ? C'est assez amusant. Tout au long de la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Corses ont réclamé auprès de Gênes un effort particulier dans la lutte contre le banditisme. C'est une espèce de fil rouge. On peut prendre tout le XVIIe siècle et on a de façon régulière de la part des nobles 12, des nobles 6, des réflexions en disant c'est pas normal, ce banditisme, il y a trop de bandits, il y a trop, etc., trop d'agitation. Les Génois n'ont pas eu une politique en Corse, ils ont eu 10 politiques en Corse. Vis-à-vis du banditisme, ils ont eu 10 politiques. Ils ont eu, à un moment donné, ils ont refusé les armes, ils ont interdit les armes. Ensuite, ils ont dit non, finalement, on va les distribuer massivement. On va les distribuer massivement parce qu'il y a le problème des Turcs. Et puis après, ils sont revenus, ils ont dit, oulala, à l'intérieur des armes, il y aura des armes qui seront acceptées, des armes qui seront prohibées. Ensuite, ils ont vendu les armes prohibées. Ils ont accepté des patentes. Ensuite, ils ont dit les patentes seront temporaires, et ainsi de suite. Si je fais l'analyse de tout le XVIIe siècle, j'ai un espèce de patchwork invraisemblable avec des changements à 180 degrés sur cette question-là. Or, c'est une question qui est une question extrêmement sensible en Corse. Et la dernière trouvaille va consister à dire on désarme la population. Alors déjà, désarmer la population a une implication immédiate qu'on connaît avec l'Amérique, puisque on a eu la même tentative de l'autre côté de l'océan. Et désarmer les populations, ça veut dire aussi qu'on va avoir un manque à gagner. Et le magistrato di Corse a dit tout de suite, attention, nous n'acceptons pas cette proposition-là parce que les patentes rapportent tant. Et il va falloir que vous fixiez une nouvelle imposition qui fasse si vous acceptez ce nouvel impôt, oui, on acceptera le désarmement, sinon on n'acceptera pas. Et il y a donc de la part de l'orateur et des nobles 12 toute une négociation dans laquelle il faudra véritablement rentrer dans le détail, parce que là, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Cette négociation aboutit à la fixation d'une imposition supplémentaire, un soprapiù de plus, et ce soprapiù va porter le nom donc de Duisseignes, et c'est une augmentation qui est une augmentation plus considérable que ce qu'on s'imagine. Mais cette augmentation est aussi portée par un rapport tout à fait fantaisiste, parce que les Génois n'ont aucune capacité et aucune possibilité de donner le nombre des assassinats en Corse, etc. Donc le chiffre qui a été repris par tout le monde, y compris par Emmanuel Leroy-Ladurie, pour parler de démographie tempérée par l'assassinat, non, je veux dire non, de façon très claire, 28 715 homicides en 32 ans, soit 900 crimes par an, ça n'existe nulle part. La population corse aurait disparu. Donc on a effectivement déjà dans les 200 assassinats par an, c'est déjà pas mal. 900, c'est vraiment trop. Ça ne correspond pas, mais c'est un chiffre officiel offert par Gênes, qui va être ensuite repris par tous les opposants à Gênes pour montrer justement, et ça c'est la question que je vous disais tout à l'heure sur le fictif et le pas fictif. Il faut faire très attention à ce genre de proposition. L'augmentation des Duisseignes est plus importante que ce qui paraît. C'est 15% d'augmentation de l'impôt. Hein, j'ai fait les calculs. C'est environ, ça varie suivant les régions, ça varie entre
14 et 18% de l'impôt en plus à payer. Donc c'est pas quelque chose qui est aussi, parce que d'où Hussein, on a toujours l'impression que c'est pas grand-chose. Non. Et alors, de la part des Corses, exactement comme dans le système américain, et là le parallèle entre les deux révolutions, à mon avis, est tout à fait valable, c'est no taxation without representation. C'est-à-dire, véritablement, il faut désormais qu'on en revienne à un système. Et la démonstration suit immédiatement. Les élections de 1730 sont aussi une période de trouble, et un des chefs contre lesquels Gênes va se lever, c'est Simone Fabiani, le fameux Simone Fabiani de Palmintho. Et Simone Fabiani, lui, vient porter la contre-proposition au moment de l'élection de 1730. Il vient parler auprès de la famille de son beau-père, qui est un Rafali d'Oretz, et lorsque l'huissier vient afficher la proposition de l'élection, on poignarde l'huissier et on tient le discours suivant de façon très claire: désormais, il n'y aura plus d'élection des nobles 12, la Corse ne veut plus des nobles 12. Et ça, je crois que c'est une donnée qui est une donnée intéressante. D'autant que, soyons honnêtes, ce retrait des armes est une blague totale. Dans la réalité, on retire les armes aux uns, on les redonne quand même aux notables, parce qu'il faut tenir les populations. Vous avez une série d'actes pour l'année 1729 qui précède, donc tout à fait, on est quelques mois auparavant, on donne 12 arquebuses à Hyacinthe Paul. On donne une série d'arquebuses à Andrea Cecaldi, on donne des arquebuses à Don Luigi Giafferi, etc., etc. C'est-à-dire les futurs chefs de la révolte. On va les armer parce que à ce moment-là, ils sont considérés comme ceux qui peuvent empêcher le banditisme. Ça, je crois que c'est une donnée intéressante. Il y a véritablement une lecture qui est une lecture disons de quelque chose qui apparaît aux gens comme tout à fait inacceptable. Il suffit simplement de payer à nouveau pour avoir à nouveau l'alarme, alors que normalement tout est interdit. Il y a là une différence qui existe aussi, qui n'est pas tolérable. Alors, du côté génois, simplement, une inquiétude par rapport à la montée en puissance de la suite d'un banditisme. Beaucoup de personnes qui sont assassinées au cours de cette période-là, ça n'a pas été assez souligné. 1715 et suivante, Vincentelo d'Istre, il y a par exemple des seigneurs d'Istre, il y a lorsque on regarde le capitaine Routy, lieu de Tavagne, etc., etc., des personnages qui sont des personnages qui ont été nobles 12, des personnages importants qui sont assassinés. Le gouverneur dit: je laisse deviner aux bienveillantes réflexions de vos seigneuries sérénissimes combien cet événement m'a irrité alors que je commençais mon gouvernorat. Oui, bien sûr, je comprends. Mais les autorités génoises se posent la question: quel est le rapport entre l'assassinat de tel ou tel et ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'interdiction du port d'armes? Alors, je terminerai sur un point, parce que sinon je ne veux pas dépasser mon temps. Remettre en cause le nouvel impôt, c'est engager la discussion sur les impôts précédents qui ont été créés de la même manière. Giulio Natal rappellera dans son Disingano qu'à l'origine, lors du pacte de Lago Benedetto, la taille avait été fixée à 1 lire par feu, alors que dans certaines régions, notamment le Vicolais, à cause de la construction du palais du lieutenant à partir des années 1660, désormais on en paye 10. La représentation insulaire a toléré cette situation. Il convient donc changer la forme. On est loin du texte d'Ambrogio Rossi qui a tout à sa lecture a posteriori des événements donne quitus aux représentants insulaires. Aussi, lors de la très agitée campagne des élections, il y a donc eu ces événements qui se sont passés, qui demandent une remise en cause donc des nobles 12. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un organe véritablement représentatif des Corses. L'organe choisi va être la consulte. C'est la consulte, c'est-à-dire en fait la réunion des députés des communautés au cours de fréquentes et brèves sessions de 2 ou 3 jours, et on va voir au cours de la période qui va suivre toute une série de propositions de cet ordre-là. C'est
l'indice d'une remise en cause. Et ce qui est assez amusant, c'est que immédiatement, comme on refuse cette création de consulte, comme on refuse cette nouvelle représentation, il y a une remise en cause au nom d'un contrat primitif. C'est le cas du Dizingan, c'est le contrat primitif. En 1453, on avait dit 1 lire. Là, maintenant, on est à 10. Le contrat primitif, comme si le contrat primitif, on pouvait revenir au contrat primitif. C'est une donnée intéressante. Et ce qui est assez amusant, le cardinal de Fleury répond dans une lettre aux Corses la chose suivante: il ne s'agit point d'aller fouiller dans les temps reculés la constitution primitive de votre pays, et il suffit que les Génois en soient reconnus depuis plusieurs siècles paisibles possesseurs pour qu'on n'en puisse plus leur contester le domaine souverain de la Corse. Cette manière d'envisager les choses est à elle seule l'indice d'un processus révolutionnaire en cours. Les lignes ordinaires de clivage entre le privé et le public, le politique et le non politique se brouillent. L'espace public dans lequel circulent information et opinion, où les hommes se parlent sans se connaître, se développe de manière extraordinaire. On voit au cours de cette période des hommes que nulle compétence particulière ne semble préparée à intervenir dans le débat politique, écrire des déclarations, des pétitions et des requêtes, dont l'objet n'est rien de moins que la nature du pouvoir et du droit, ou de la souveraineté du peuple, ou bien les causes de la corruption dans laquelle finissent par s'abîmer tous les États. L'île est bien en révolution. Je vous remercie. Merci infiniment à Antoine Granziani de cette présentation qui est à la fois lumineuse, j'allais dire révolutionnaire un petit peu, hein, et qui met à la fois en place les événements, propose une interprétation à partir des documents et surtout, je dirais, donne des fondements à l'ensemble de ces journées. Vous avez posé, je crois, les grandes questions qui se posent sur cette première insurrection, c'est pas la première dans le temps, cette première insurrection du XVIIIe siècle, qui n'est pas une simple révolte fiscale. C'est-à-dire que ce que vous nous avez démontré, en quelque sorte, c'est qu'à l'origine, on a vraiment tous les signes de la révolte fiscale d'Ancien Régime, hein, tels que M. Bercé, Yves-Marie Bercé, l'a décrite, hein, un incident sur, finalement, souvent relativement mineur, qui aurait pu s'arranger, qui progressivement fait l'événement, provoque une mobilisation avec une ambiguïté toujours de ceux qui se mobilisent. On ne sait pas très bien qui soutient qui, si c'est le peuple dans un mouvement spontané, ou bien si c'est un encadrement de notable qui pousse à la roue, qui laisse faire. Et puis alors toujours, c'était un peu votre petite critique de Michel Verger, c'est-à-dire cette interprétation de la main de l'ennemi, enfin de la main du voisin qui vient saupoudrer un peu d'argent ou inciter pour des visions de haute politique et pour mettre la main, en fait, pour faire changer la souveraineté, hein, c'est-à-dire que les populations changent de souveraineté par elles-mêmes. Alors il y a de ça. Hein, je pense que dans la crise de 1729, il y a certainement cela. Hein, tout est lié. On voit bien que assez vite, les grands États s'intéressent aussi à cela, s'intéressent à cet événement et finalement, c'est le pouvoir impérial qui envoie une mission d'apaisement, enfin une vision de répression pour pacifier, comme ce mot terrible, pour pacifier la Corse. Donc on a bien une crise, j'allais dire, d'autrefois. Mais ce que vous nous avez montré aussi, c'est que assez vite, et là vous avez insisté sur la comparaison avec les États-Unis, il ne faut pas la pousser trop loin, je pense, parce que c'est le système des États-Unis, des 13 colonies était très compliqué. Alors c'était encore et à une autre dimension parce que chacun des États avait sa propre personnalité et ses propres problèmes, et ils se sont quand même entendus. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils se sont faits en nation, hein, par un texte fondateur. Ils se sont refondés en texte en nation.
la Corse, donc, dans ces crises, débouche sur une forme de révolution. C'était votre dernier mot, je crois que c'est le titre de notre réunion, la révolution de Corse. Alors, il ne faut pas non plus... le mot révolution, c'est nous qui lui donnons une sorte d'aura magique. Dans l'idée du temps, révolution, c'est un changement important, comme dans les As. Donc, il ne faut pas non plus trop... Mais ce que vous avez montré, je crois, c'est qu'on est passé, disons, à l'échelon politique. C'est-à-dire que d'une affaire intérieure, d'une affaire aussi de banditisme, de défense extérieure, les tours, c'est les défenses extérieures, donc tout ça, c'est un peu de la gestion ou de la bonne administration, du bon ordre intérieur. On passe à une remise en cause, en quelque sorte, des relations entre le souverain, comment dire, le suzerain, qu'est Gênes, et la nation corse, le peuple corse. Alors, je crois que là, vous nous avez bien aussi remis en place, c'est-à-dire que la République de Gênes n'est pas le pire des souverains. C'est une république, d'abord. Ce qui, dans le monde du XVIIIe siècle, est une rareté. Alors, les républiques ne sont pas non plus forcément des républiques douces. Venise est un système assez compliqué aussi de pouvoir assez dominateur. Je pense que Gênes a ses aspects. Mais néanmoins, ce sont des lieux de discussion, où il y a des collèges, où il y a des rouages complexes. Le pouvoir n'appartient pas à un seul, ni à une seule famille, même si ça appartient à un groupe. Et vous avez introduit cette notion de négociation qui m'a paru très intéressante. C'est-à-dire que les Génois, quand même, ont essayé de négocier, ou on essaye de négocier, et on voit bien que finalement c'est cette vieille construction, ce que vous nous avez montré, c'est cet empilement d'impôts qui finalement est remis en cause parce que le dernier est refusé. C'est finalement tout le système qui s'effondre parce qu'on dit, écoutez, maintenant on renégocie à zéro en quelque sorte. Et là, quand on renégocie de la base, c'est un peu la constitution, et ce mot est intéressant, c'est on remet en cause la constitution même qui est le fondement des relations entre Gênes et sa troisième Riviera. Donc ce passage au politique est, je crois, le essentiel, et ce que nous verrons aussi, c'est que bien sûr le passage au politique suppose aussi le passage à la politique internationale, puisque c'est finalement un État étranger qui va intervenir. Je crois que vraiment, là, cette vision de la République qui négocie tout en réprimant, elle a aussi commis beaucoup d'actes solennels, l'emprisonnement des chefs, par exemple, visiblement, a fait rebondir le problème. Je crois que là, nous avons bien une réflexion importante sur ce glissement des crises fiscales à des remises en cause politiques, et là le rôle des hommes politiques, on parlait il y a des méfaits des hommes politiques, vous faisiez allusion à cela, mais néanmoins il y a bien là un passage à un discours politique et c'est ce qui va passionner finalement les contemporains. Si la Corse s'intéresse, c'est que tout le monde va essayer de réfléchir sur le sort à lui donner, sur la reconstruction en quelque sorte de ce lien fleuri que vous avez cité, et finalement il dit la vérité. Il dit un peu qu'il est dangereux de remettre en question les choses. Alors moi j'aimerais savoir, je voudrais lancer, alors avant peut-être pour lancer la discussion, c'est souvent les crises se sont transformées, en tout cas au XVIIe siècle, en véritable révolution lorsqu'il y a un facteur idéologique fort. Alors généralement c'est la religion. La révolution anglaise, c'est la religion qui finalement on se mobilise plus, on accepte de se faire tuer plus volontiers pour Dieu que pour ses propres intérêts, et finalement beaucoup de facteurs idéologiques ont joué. Est-ce qu'il y a là dans la mobilisation des Corses quelque chose qui pourrait les réunir? Alors, est-ce que c'est l'idée d'un sentiment national? Est-ce que c'est la nation corse qui apparaît déjà? Alors, bien sûr, il est difficile de parler de nation au XVIIIe siècle. C'est une vieille notion, un peu à la fois antique et vénérable, et puis en même temps moderne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu, justement, progressivement, dès ces années-là, donner une cohérence au mouvement?
Non, je pense qu'en fait, il y a la cohérence, elle va se fabriquer progressivement. Je crois qu'il faut réfléchir qu'on part sur quand même quelque chose qui démarre en 1729, qui s'achève en 1769, il y a 40 années, et que les propos, par exemple, que tient Paul, je disais tout à l'heure, les propos qu'il tient avec Salvini, ne peuvent pas être tenus 20 ans auparavant. Je veux dire, c'est pas faisable. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, on voit bien qu'il y a une espèce de progrès des gens et vraisemblablement des réflexions successives avec des retours en arrière extrêmement nombreux. Je crois que là aussi, c'est une donnée. Lorsque Paul est constamment, on a l'impression d'avoir un château de sable. Il construit, puis il y a un pof et un truc qui retombe. Et puis l'autre, ça tombe de l'autre côté. Et hop, il reprend, etc. Et à mon avis, ce qui les caractérise, malgré tout, c'est l'énergie. Moi, je suis frappé par cette espèce d'immense énergie qu'ils ont développée au cours de cette période, qui leur a permis de passer au-delà quelquefois de leurs intérêts particuliers, bien que leurs intérêts particuliers soient très souvent au milieu du projet. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde part avec dans l'idée, avec des choses vraiment très très claires. Mais je crois qu'il y a une espèce d'énergie. Et il y a vraisemblablement le fait d'avoir été berné. Le système génois est un système effectivement qui n'est pas le plus dur, certainement, qu'on puisse rencontrer en Europe occidentale, dans l'Europe occidentale du temps, mais c'est un système à deux vitesses. Et dans tout système à deux vitesses, il y a un moment où ceux qui sont dessous ne supportent plus d'être d'être dessous. Et là, il y a, à mon avis, c'est ce qui donne cette espèce d'énergie qui est quelquefois même un peu l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que on se révolte parce que bon, là, maintenant, ça suffit. La construction telle qu'elle existe est une construction. Moi, la question nationale, elle s'est construite progressivement sur 40 années. Et on ne peut pas dire que, véritablement, les propos des uns soient les propos des autres, même si on peut faire des rapprochements, même si on peut dire que trouver, effectivement, dans des textes de Paul, des choses qu'on pourrait trouver chez certains de ses prédécesseurs, Paul n'est pas dans Luigi Jaffer, il n'est pas, etc. C'est pas possible. On peut pas dire... on ne peut pas mettre des signes d'égalité. Il y a une énergie. Par contre, il y a cette espèce d'énergie qui est une énergie qui est portée par le fait de ne pas accepter cette domination. Et puis peut-être aussi le fait que on pourrait peut-être trouver ailleurs. Alors là, on revient à la position de départ, c'est-à-dire l'Espagne ou etc. Une grande puissance. Ambrogio Rossi appuie beaucoup là-dessus. Il s'arrête très très longtemps sur cette question. Finalement, pourquoi on accepterait d'être dominé par une puissance seconde alors qu'on pourrait avoir des rapports réels avec une puissance plus importante qui pourrait peut-être apporter une nouvelle forme alors on rêve évidemment de succès supplémentaires, des places, etc. C'est extrêmement important. La notion d'emploi tout au long du XVIIIe siècle, on la retrouvera affirmée jusqu'en 1800, lorsque Salicetti fait une levée de troupes et que pour les envoyer en Sardaigne, et finalement ils n'iront pas en Sardaigne, ils viendront s'opposer à d'autres Corses. Bon, c'est toujours le même principe, c'est le principe de l'emploi. Il y a là peut-être des choses à l'extérieur. Il faut se souvenir quand même d'une chose. 1729, je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit avoir entre 3 et 5 000 Corses à l'extérieur de l'île comme soldats de telle ou telle puissance. Et ça a un impact qui est évident. On peut avoir à tout moment un sergent recruteur qui revienne dans un village, qui regroupe une partie de la population et qui parte avec une partie de la population en direction de la première barque qui vient et en direction... Et là, ça aussi un impact certain. Gênes est une petite puissance, une puissance qui a été meurtrie et qui a été humiliée par la puissance de Louis XIV.
Ça, c'est une donnée importante. Elle n'a pas permis, par exemple, en 1662, Gênes n'est pas intervenu véritablement pour récupérer les 700 emplois perdus de soldats au service du pape. Et ainsi de suite. Gênes n'est pas rentré dans la négociation du traité de Pise. On voit très très bien que là, on nous fait perdre des emplois, etc. Et on ne nous donne pas les qualifications et d'une certaine façon, on ne nous calcule pas. Et ça, c'est totalement inacceptable pour les Corses du temps. Au-delà de la question nationale, je vous dis, la question nationale, c'est quelque chose qui s'est lentement forgé au cours, pour moi. Maintenant, je laisse évidemment d'autres penser que dès Sampiero déjà, etc. Bon, non, c'est pas mon sentiment. Mon sentiment, c'est quelque chose de progressif. Merci à Antoine Graziani. Ce sont les Génois. Alors ça, c'est un aspect qui est très amusant. Parce que les Génois ont voulu avoir une couronne fermée. Voilà. Et ils ont pris la Vierge. Mais... Ces rencontres ont révélé d'abord un certain engouement. En plus, ça a permis de cadrer les débats de manière assez claire. On a réussi à en sortir un certain nombre de discours qui sont des discours qui fonctionnent ensemble, qui permettent de mieux comprendre le phénomène donc, de ce qu'on a appelé les révolutions de la Corse, en tout cas leurs prémices, leurs raisons. Et je crois qu'il était extrêmement intéressant de réunir le plateau qui a été réuni, c'est-à-dire quasiment l'ensemble des gens qui ont travaillé sur ces questions-là depuis plusieurs années. Alors, votre conférence était placée sous l'angle, on va dire, de la Corse vue de Gênes et plus particulièrement de la fin de la Corse génoise, c'est bien cela? Oui, c'est la fin de la Corse génoise, c'est-à-dire la fin d'une domination qui est une domination sans partage, on va rentrer par la suite dans 40 années de lutte, 40 années de révolution, et donc à partir de ce moment-là, il est certain qu'on arrive à la fin d'une période et on en démarre une autre. Donc ce qui m'était demandé, c'était de comprendre le rapport avec Gênes, comment fonctionnaient les choses et comment, d'une certaine façon, les choses ont dysfonctionné pour aboutir au final à une révolution. En même temps, on a l'arrivée d'une classe politique, disons, qui commence à se mettre en place et qui va prendre vraiment la direction des événements dans la décennie 1720. Peut-on dire que c'est à ce moment-là que la Corse s'est éveillée ? On a effectivement un éveil de la Corse. Je pense que c'est un éveil lorsque vous avez affirmation d'une classe politique nouvelle, qui jusque-là n'a pas joué le rôle, ce que j'expliquais tout à l'heure sur 1650-1700. 1650-1700, les nobles 12 ne sont pas réélus. Ils n'ont pas l'habitude des arcanes du pouvoir. Le gouverneur, d'une certaine façon, c'est plus facile pour lui, devant des gens qui sont des novices, de leur demander d'avoir un peu plus de facilité. Il est évident que dans la première moitié du XVIIIe siècle, où au contraire on commence à voir apparaître cette nouvelle classe politique, montre que, oui, il y a des choses nouvelles, qu'il y aura des nouveautés pour la Corse, et ces nouveautés, évidemment, elles sont jugées extrêmement négativement du côté génois, puisque pour les Génois, tout ce qui est nouveauté, c'est un pays dont la formule clé est non innovare, ne rien changer. La nouveauté, c'est toujours extrêmement suspect. Il est évident que cette nouveauté va poser les problèmes en fait du XVIIIe siècle insulaire. Les révolutions de l'île, la Corse rentre dans un cycle de révolution où il y aura les révolutions de Corse et il y aura la Révolution française en fin de siècle, où le lien entre les deux révolutions est clair et clairement établi. Et je pense que d'une certaine façon, si le XVIIIe siècle a été le siècle de la Corse, pour reprendre la formule de Jean-Louis Andréagne, le XVIIIe siècle, effectivement, c'est ce siècle où une classe politique est née et où, d'une certaine façon, où la Corse s'est éveillée et a changé vis-à-vis du pouvoir génois, voire vis-à-vis du pouvoir français pour la fin du XVIIIe siècle.